Ok, alors je commence par vous introduire les prochains communicants. Dimitris Kontouras qui fera sa présentation en ligne. Je lui donne la bienvenue. Bonjour. Dimitris est né à Thessalonique en Grèce. Il a fait des études de flûte à bec, traverse et de musique ancienne au Conservatoire d'Utrecht, à l'Institut de musique ancienne Accademia della Musica à Milan et au Conservatoire de Vienne. Il a également étudié la musique médiévale à Trossingen avec Kees Boyk et il a eu son doctorat de musicologie par l'Université d'Athènes. Il enseigne au Conservatoire d'Athènes et à l'Université ionienne et il était également enseignant invité pour des masterclass de lecture à l'Haute École de musique de Genève, à King's College à Londres et au Conservatoire de Lugano, parmi les autres. Dimitri, si vous êtes prêt, je vous laisse la parole. Alors, le 24 juin 1204, l'armée des croisés arrive aux abords de Constantinople. Le 13 avril, la ville était conquise. Les vainqueurs signaient un traité nommé Partitio Terrarum Imperii Romani, partition des terres de l'Empire romain, qui stipulait comment les territoires byzantins seraient partagés entre eux. Alors que le but initial de la croisade était de reprendre Jérusalem aux musulmans, elle aboutit à la dissolution de l'Empire byzantin et à la création de l'Empire latin de Romanie. Romanie, c'était le nom de l'Empire, soit pour les Grecs que pour les Francs. Voici une carte de l'Empire latin juste après la chute. Les événements qui suivirent la chute de Constantinople furent décisifs pour le destin du reste des terres de la Romanie. Contre toute attente, la candidature au trône du chef de la croisade, Boniface de Montferrat, ne fut pas retenue au profit de Baudouin de Flandre et d'Hainaut, qui devait ainsi, le premier empereur latin de Constantinople, ordonne au chef croisé de conquérir le reste des terres de l'Empire. L'empereur promit initialement à Boniface une partie de l'Asie mineure et la Péloponnèse, bien que Boniface préférait Thessalonique, sans doute du fait de sa proximité avec le royaume d'Hongrie, d'où était originaire sa récente épouse, et parce que l'Asie mineure était une contrée hostile et incertaine. Thessalonique était aussi lié au frère de Boniface, Régnier, qui avait été couronné roi de Thessalie en 1180. La Thessalie faisait partie de la dot que lui avait apporté son mariage avec Marie Comnène, la fille de l'empereur byzantin Manuel. Craint que l'empereur ne tienne pas sa promesse, Boniface rassemble ses chevaliers français, vénitiens, lombards et germains, se rendit en Thrace, occupa Didymotike et y installe sa propre garnison. Le 12 août 1204, un accord fut conclu et Boniface de Montferrat devint pour le bon le premier roi de Thessalonique avec des droits héréditaires. Malgré le fait que l'histoire des troubadours coïncide avec les croisades, peu de troubadours y prirent part. Ceux qui participaient à la quatrième croisade et se rendaient eux-mêmes en Roumanie sont le troubadour provençaux Rembo de Vaqueiras et Elias Cairel, le lombard Oberto di Biandrate, le provençal Gosselin Faidi, qui était lié à la maison de Montferrat et dont il est probable qu'il est rendu à Venise en 1202 et se joint à la quatrième croisade. Et le trouvère, Conon de Béthune, qui fut un non-responsable des Francs et un chambrier, autrement dit un proto-vestiaire pour les Byzantins, de l'Empire latin de Constantinople. Seuls les troubadours Rembo de Vaqueiras et Elias Cairel ont des relations avec le royaume de Thessalonique. D'après sa biographie, sa vida, Rembo de Vaqueiras est né en Provence à Vaqueiras près d'Orange. Il était un ménestrel d'origine humble qui fut plus tard sacré chevalier. Rembo était un jongleur et resta longtemps auprès d'un prince d'Orange nommé Guillaume de Beau. Il savait chanter et composer des vers et des sirventes.
Il a eu une vie riche et mouvementée et fut l'un des rares troubadours à participer à un aussi grand nombre d'expéditions. Il fut un intime de Boniface de Montferrat dès son jeune âge et le suivit dans ses voyages et ses guerres dans le nord de l'Italie, en Sicile et finalement en Roumanie, où il prit part au siège et à la conquête de Constantinople, qu'il décrit dans sa lettre épique. Et plus tard, à l'expédition de Boniface en Macédoine, Thessalie, Ébé, Attique et à Corinthe. Selon toute vraisemblance, il mourut à ses côtés dans l'embuscade tendue par les Bulgares en 1207, vu qu'il n'a pas laissé de pièces après cette date, ni écrit de lamentation, plane, sur la mort de son chef selon une pratique courante. En mars 1201, à l'occasion de la remise du commandement de la croisade à Boniface Montferrat à Soissons, Rimbaud écrivit une chanson de croisade, à rapport homme connaisseur, où il exhorte ses compagnons à lever les bannières et à marcher contre les infidèles à un moment où la décision de marcher contre l'Empire byzantin n'avait pas encore été prise. Les trois œuvres de Rimbaud qui ont trait à cette dernière période de sa vie en Roumanie sont chronologiquement le Sirventes Conseil donne à l'Impérator, composé en 1204 à Constantinople, le poème épique historiquement important Valais Marquis, écrit au printemps 1205, et sa dernière composition attestée, intitulée Noma grad hiverns ni pascors, un canso Sirventes, écrite en juin ou juillet 1205, dont la musique a aussi été sauvegardée. Rimbaud écrivit des pièces de genres divers et nombreux. Sa poésie est entièrement dépourvue du style sophistiqué des troubadours antérieurs. Il fut plus étroitement lié à la maison de Montferrat qu'aucun autre troubadour, et son influence sur la poésie courtoise italienne fut décisive. Dans Valais Marquis, sa lettre épique, dans le style de chanson de geste, en trois parties, trois laisses, adressée à Boniface afin de demander une rétribution pour ses services, il exalte les victoires et les vertus légendaires de son protecteur. Le poème est riche en références et à personnages historiques, comme le montrent les exemples suivants. Et je t'aidais à conquérir l'Empire et le règne en parlant pour l'Empire byzantin, et les îles et duchés et à capturer des rois, des princes. Et plus tard, dans les vers 34 à 38, El Sevasto Lascar el Proestrat, le vers fait référence au pré-byzantin Théodore Lascaris, qui combattit contre Boniface durant le siège de Constantinople et qui fut en fait le seul à aider la ville à résister, devenu plus tard l'empereur de Nice. Rimbaud évoque aussi dans les vers 36 à 38 la poursuite du faux empereur Alexis le troisième dans le Philopathion en dehors de Constantinople. Il termine ce long poème par une adresse à Boniface où il renouvelle son souhait que celui-ci ne l'oublie pas l'heure de partager des terres entre ses chevaliers. Le canso Sirventes Noma grad ni vers ni pascor, de 7 strophes de coblas unisonance et de 12 octasyllabes avec 3 tornadas envouées de 4 vers à la fin. Le poème commence comme une élégie et se termine sur un ton dithyrambique par des promesses d'autres conquêtes. Il fut écrit selon toute vraisemblance peu après le poème épique et à la suite de la puissante défaite des croisés à Adrianople le 14 avril 1205, ce qui le situerait en juin ou juillet de la même année. Cependant, le ton des 4 premières coblas bascule à partir de la 5e strophe sur un ton épique et réaliste. Rimbaud évoque la situation incertaine des croisés
au moment où il écrit et les périls extérieurs qui les menacent, comme on le voit au vers 57 de la cinquième strophe, où il est question des Bulgares et de leurs alliés et de la certaine bataille d'Andrianople perdue contre eux. À la même strophe, pose un tableau de la situation entre les Francs, les Grecs et le marquis combattant les Valaques et les Drougoubites, qui étaient les alliés de Bulgares. L'atmosphère tendue qui régnait parmi les Francs à la suite de la grande défaite et leur inquiétude pour le futur est bien rendue. À la bataille d'Andrianople, l'empereur latin Baudouin de Flandre et de Hainaut avait été fait prisonnier et exécuté. Aux côtés d'autres chevaliers qui avaient joué un rôle décisif lors du siège et de la prise de Constantinople, tels que le duc de Nice et comte de Blois Sartre Ludovico, l'évêque de Bethléem Péter, Étienne du Perche, Mathieu de Valencourt, Renaud de Montmirail, Baudouin de Neuville et bien d'autres. Le moral des Francs était affaibli et afin de défendre Constantinople, ils furent forcés de perdre le bénéfice des batailles victorieuses remportées en Asie mineure et de rappeler d'urgence Henri de Flandre et d'Hainaut, le frère de l'empereur. Le strophe 7 compare le marquis Boniface à Alexandre le Grand, au roi Louis à Amalric et Roland, afin de célébrer son protecteur. C'est la dernière composition connue de Vaqueiras, vu que 2 ans après, il périt probablement aux côtés de son protecteur Boniface. Le poème se termine sur une note optimiste par une vision du futur glorieux de l'expédition, censée se poursuivre jusqu'au lieu saint et s'achever pour une victoire ralentissante contre les Turcs. Dans la dernière tornada, on voit, le marquis Boniface est désigné sous un autre signal fort, anglais. Anglais, toi, qui es beau, Jean, noble, hardi, courtois, bien né et distingué, tu es l'inspiration de tous mes jouets, et vivre sans toi est pour moi une prouesse. Le cosmopolite poète Elias Cayrel, originaire du Périgord, arrive en Roumanie en 1202 et noie des relations avec le royaume de Thessalonique. Il reste en Roumanie environ jusqu'à 1209. Ensuite, il voyage et séjourne en Italie et en Espagne avant de rentrer dans sa patrie. Une de ses biographies, Vida, mentionne son séjour en Roumanie en critiquant ses talents de musicien comme on le constate ci-dessous. Mas mot cantava mal e mal trovava, et mal violava et pieds parlava. Mais il chantait et jouait de la vielle d'horrible façon, il composait mal et il ne savait pas bien parler. En Roumanie était long temps, il resta longtemps en Roumanie et retourna ensuite dans le Périgord. Elias Cayrel adresse le poème Pois c'hai la folla, un canso sirventes, au marquis Guillaume le VI de Montferrat. C'est le fils premier né de Boniface qui l'exhorte à venir en Roumanie pour gouverner le royaume de Thessalonique, le Regisme de Thessalonique, comme il écrit. Il l'informe même que la ville tombera facilement sans besoin d'une machinerie de siège sophistiquée. L'année 1207, 3 ans après la fondation de l'Empire latin de Constantinople, est marquée par une série d'événements importants. Le 4 février 1207, la fille de Boniface de Montferrat épouse le nouvel empereur de Constantinople, Henri le Flandre et de Hainaut. Et cette union rapproche Boniface de la famille impériale. Cependant, le 4 septembre, Boniface périt dans une embuscade tendue par les Bulgares et le royaume se trouve sans chef. Comme l'héritier Démétrios est mineur, Oberto di Biandrante et Amedeo Buffa
se proclame gardien de Thessalonique et le royaume reste plongé dans une grande confusion. Appartiennent au même milieu de Baron Rolantino e Albertino da Canossa, Guido Pallavicino Marchesopoulo et Ravano dalle Carceri, qui sont mentionnés aux lignes 37 et 38, Cairel est quant à lui leur porte-parole. Le royaume de Thessalonique pourrait, sans qu'il soit besoin de balistes et de catapultes, être facilement tient. Elias tente de montrer à Guillaume quelle pourrait être l'ampleur de son pouvoir s'il décidait de s'intéresser à ce nouveau royaume. De la même manière, il dit dans la strophe 5 combien serait grande la déception des chevaliers italiens et de chevaliers étrangers s'ils choisissaient de ne pas venir en Orient. Pour l'amour du ciel, marquis Roland et son frère, les marquis Guy et Ravin, flamands, français, bourguignons et lombards, tous disent que tu ressembles terriblement à un bâtard. Les barons italiens aspiraient à un royaume de Thessalonique puissant qui serait attendu de Corinthe à Mosinopolis et aurait contrôle les passages maritimes et le trajet d'Iracium à Constantinople par la Via Egnatia. Le souci des Italiens, dont Cairel est le messager, est de convaincre Guillaume de Montferrat de s'intéresser aux terres orientales et de mettre rapidement sur pied une expédition en Orient. Venise ne voyait pas ces projets d'un bon œil et convainquit bientôt Henri de Flandre et de Nau d'entrer dans Thessalonique et de mettre fin à la dissension des Italiens. Le frère d'Henri, Eustache, est désigné comme gardien de la ville, tandis que Biandrate est forcé de promettre obéissance à l'empereur et de reconnaître le roi Dimitrios. Et voici une liste des œuvres écrites à Thessalonique par Rimbaud et Elias Cairel. Les œuvres de troubadour qui furent référence à la Romanie et qui y ont été écrites à cette période montrent une période d'histoire grecque sombre et peu connue au but du XIIIe siècle. Merci beaucoup. Vous m'entendez, Dimitri? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation et encore désolé pour la petite répétition qu'on vous a demandé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne? Je vous passe. Oui, on a une question ici. Merci. Bonjour, Dimitri, je ne te vois pas, mais bonjour. Tu m'entends. Tout d'abord, mille merci pour cette présentation et de l'avoir faite en français, parce que je crois que c'est la première fois que je t'entends parler en français. Moi, je suis ravie de cette présentation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, juste un aparté pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que, évidemment, ce n'était pas à toi de le dire, mais Dimitris Koudoura, c'est un peu une des figures de proue de la pratique de la musique ancienne en Grèce en ce moment. Et allez voir ce qu'il fait avec son groupe qui s'appelle Exilentio sur YouTube ou sur les plateformes. C'est vraiment très intéressant parce que, justement, ça montre ce domaine, ce périmètre, finalement, qu'on ne voit pas souvent, d'échanges et de communication entre l'Est et l'Ouest. C'est vrai que Byzance et même la musicologie byzantine ou la musique sur ces territoires-là est sous cette étiquette-là. Et historiographiquement, c'est un peu des vases non communicants assez étanches. Et là, c'était intéressant de nous rappeler des choses qu'on ne réalise pas forcément finalement sur l'ampleur de la communication finalement de ces musiciens, de ces voyages, de ces échanges qui prennent aussi chair et qui se concrétisent dans la poésie et dans la musique. Et donc de rappeler comment Rimbaud de Vaqueira s'est mort sur les collines de Rhodope, pas loin de Constantinople, donc dans des territoires et des environnements sonores qui sont complètement
étrangers finalement de l'environnement dans lequel on a l'habitude de les situer. Et donc, merci pour ça. Et peut-être pour te poser une question, pour être sûr que j'ai bien compris, finalement, les circonstances de la disparition de Rainbow, c'est finalement par une convergence d'éléments périphériques, n'est-ce pas, que tu as pu la donner à voir? C'est-à-dire par le fait qu'on perd ses traces par la suite. Et voilà, je ne sais pas si tu as bien entendu ou bien suivi. Je n'ai pas très bien entendu. Oui, voilà. Donc, c'était par rapport à la disparition de Rainbow, Oui. de Vaqueiras, donc sur les collines de Rhodope. Oui. Est-ce que tu peux rappeler comment tu as pu finalement de le reconstituer? C'est un peu un creux finalement. Oui, oui. Donc, on n'est pas sûr, mais on est en tout cas sûr que Boniface était tué à Rhodope. Alors, c'est très probable que Rimbaud était avec lui, puisque c'était tout le temps à côté de son roi. Et donc, ça aurait été normal d'avoir une plane de Rimbaud de Vaqueiras pour son maître. On n'a pas eu. Où il y a une, elle est perdue. Donc, c'est très probable, puisque Rimbaud, en fait, a suivi Boniface dans toutes ses expéditions en Grèce. Et donc, c'est normal qu'on peut assumer que lui, il était avec Boniface aussi dans les batailles contre les Bulgares à Rhodope. Évidemment, on ne peut pas être sûr, mais c'est très probable. Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut voir s'il y a des questions en ligne? Sinon, on vous remerciera, non? Ok. Alors, je vous proposerai je vous remercie encore une fois pour cette belle présentation et encore une fois, désolé pour les petits problèmes techniques. Et j'en profiterai pour récupérer les retards qu'on avait pris en passant à la prochaine communication. Merci beaucoup, Dimitri. Merci beaucoup. Merci.